l'économie est accessible pour tous, c'est-à-dire que nous pouvons tous comprendre l'économie à condition de déjouer certains pièges. Et il faut savoir que ce n'est pas forcément le niveau d'instruction qui est en jeu, c'est d'essayer de comprendre comment l'économie marche. Et c'est vrai que nous avons des biais cognitifs qui nous empêchent de voir les choses parfois. Par exemple, nous voulons croire ce que nous voulons croire. On veut croire que le réchauffement climatique se résoudra tout seul sans faire de gros efforts financiers. Et ça a pour conséquence la politique qu'on observe actuellement d'attentisme. On voudra croire que le déficit et la finance de notre pays ne mettra jamais en cause notre modèle social. C'est possible, mais ça peut être aussi le contraire. Donc il faut réfléchir à ces choses-là. Et donc il faut essayer de regarder la vérité en face plutôt que finalement d'avoir les croyances qu'on voudrait avoir. L'autre chose, c'est qu'on a tendance à regarder les effets directs et oublier les effets indirects. C'est-à-dire qu'on a des heuristiques, et ces effets directs, c'est ce qu'on voit directement, évidemment. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, si on met un contrôle sur les loyers, il y a l'effet direct qui est un bon effet, c'est-à-dire que les loyers deviennent plus accessibles. Mais par contre, il y a des effets indirects qui ont des victimes différentes, à savoir que les loyers demain coûteront plus cher, qu'il y aura un stock d'immobilier qui sera limité, que les gens ont plus accès finalement à cet immobilier. Et là, on pourrait dire la même chose pour le droit du travail, on pourrait dire la même chose pour beaucoup de choses. Et donc, on voit les victimes directes, mais on ne voit pas souvent les victimes indirectes. Donc, par exemple, dans le droit du travail, on voit ceux qui se font licencier, s'il y a de la flexibilité au niveau du licenciement, mais ce qu'on ne voit pas, et ces gens-là vivent un vrai drame d'ailleurs, ils vivent un vrai drame parce qu'on est dans un pays où on ne trouve pas facilement du travail. Par contre, on ne voit pas tous ceux qui vont de chômage en CDD, en emploi aidé, en chômage, parce que le système fait qu'on ne crée pas de CDI. La concurrence a beaucoup d'avantages. Je crois que les économistes dans l'ensemble sont favorables à la concurrence. Ils rendent les produits et les services moins chers, donc c'est très important en particulier pour les populations les plus démunies. Donc avoir de la concurrence, ça fait baisser les prix, ce qui est important. Ça encourage l'efficacité, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup des gains d'efficacité, c'est-à-dire des coûts plus bas. Ces gains d'efficacité dans le tissu industriel viennent beaucoup de nouveaux entrants, viennent de l'introduction de la concurrence. Et enfin, ça encourage l'innovation, c'est-à-dire que quand vous êtes un monopole en place, vous n'avez pas beaucoup d'incitation à innover puisque vous vivez sur vos rentes. Donc l'innovation va de pair avec la concurrence. Alors ceci dit, la concurrence a aussi des coûts, à savoir parfois il y a des duplications de réseaux. C'est pour ça que dans un certain nombre d'industries, il n'y a pas forcément beaucoup de concurrence parce que c'est très cher de dupliquer les réseaux. C'est aussi, il y a des coups bas aussi dans la concurrence. C'est-à-dire qu'il se peut que les oligopoles se fassent concurrence de façon un peu qui ne soit pas bonne pour le consommateur. Et c'est pour ça qu'on a un droit de la concurrence, et en particulier la moitié du droit de concurrence s'occupe des abus de position dominante et ce genre de choses. Donc il faut faire attention à ça. Et enfin, la concurrence, évidemment, fait que les emplois changent plus souvent. Alors il y a des emplois qui sont créés, il y a des emplois qui sont détruits. Et donc, il faut faire aussi attention au marché du travail, parce que ça veut dire que dès qu'on a la concurrence, que ce soit la concurrence au niveau domestique ou au niveau international, ça veut dire que, évidemment, les choses vont changer, et donc il faut que les gens puissent s'adapter et puissent être protégés contre ces mutations. Alors, la régulation, c'est quelque chose d'évidemment très important, puisque c'est pour moi, ça a été un sujet de recherche très important dans ma carrière, et les économistes travaillent énormément sur la régulation. Les économistes ne sont pas pour le marché comme ça, ils pensent que le marché a beaucoup de défaillances. Donc on parle beaucoup des externalités environnementales, on parle beaucoup de la concurrence imparfaite, c'est pour ça qu'il y a le droit de la concurrence. On parle beaucoup de la régulation des monopoles naturels, on parle de l'inégalité, qui est aussi une défaillance de marché, on parle de beaucoup d'autres choses. Donc les marchés, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les marchés et l'État sont complémentaires. Les marchés, pour bien fonctionner, ont besoin d'un État fort qui les corrige. Et inversement, l'État lui-même a besoin de concurrence. Donc ce sont deux outils complémentaires pour l'organisation de la vie économique. Alors, la régulation doit être construite de façon à ce que les marchés fonctionnent mieux, c'est-à-dire que le pouvoir de marché diminue, ça soit plus efficace, qu'il y ait plus d'égalité, etc. Et la question, c'est qui doit faire cette régulation? Et là, c'est vrai que les économistes ont poussé dans leur ensemble, pas tous, mais ont poussé dans leur ensemble vers des autorités indépendantes. C'est-à-dire essayer d'isoler la décision publique
des lobbies. Parce qu'évidemment, la décision politique, et c'est normal, est très influencée par les lobbies du fait du processus électoral. Donc il est important de séparer, et c'est comme ça qu'on a amélioré la politique monétaire, la réglementation prudentielle, le droit de la concurrence, toutes ces choses-là, et puis évidemment le système judiciaire. C'est-à-dire le système judiciaire, on veut faire attention à ce que le politique n'intervienne pas trop dans le système judiciaire. Donc il y a eu cette croissance du pouvoir des autorités indépendantes qui, je pense, ne sont pas une panacée. Il faut choisir les bonnes personnes, il faut que ces personnes restent indépendantes. C'est absolument pas une panacée, mais je crois a été un progrès pour la politique économique et la régulation. Alors quand j'ai fait mon doctorat, je me posais exactement cette question de pourquoi il y a une microéconomie, une macroéconomie qui n'ont pas grand lien l'une avec l'autre, parce qu'après tout, la macroéconomie, ça vient de l'agrégat des comportements des ménages, le comportement des entreprises, des banques, de l'État, des administrations. Et donc la macroéconomie ne peut pas être dissociée du comportement des acteurs économiques. Donc il faut faire de la microéconomie pour faire de la macroéconomie. Et de nos jours, on peut dire qu'on aborde la macroéconomie essentiellement à partir de la microéconomie. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre les comportements des ménages, les comportements d'achat, d'épargne, les comportements des entreprises, des banques par exemple. Les banques, c'est très important de savoir si elles sont capitalisées, si elles ont de la liquidité. On ne peut pas construire par exemple la politique monétaire et la politique fiscale sans réfléchir des situations des banques. Donc les banques, l'idée souvent c'est que quand les banques par exemple sont en difficulté, on baisse les taux d'intérêt pour leur donner une bouffée d'air. Les taux d'intérêt à court terme, ce qui s'est passé récemment, c'était un peu différent parce qu'on a baissé les taux d'intérêt à court terme, mais les taux d'intérêt à long terme ont aussi baissé. Donc maintenant les banques sont dans une situation plus difficile. Mais disons qu'il faut bien comprendre quelle est la solvabilité et la liquidité des banques avant de faire de la politique monétaire par exemple. Autre exemple, la politique fiscale. Si vous par exemple, vous essayez de relancer par la consommation, c'est beaucoup plus efficace si vous ciblez les revenus faibles, parce que les revenus faibles ont en général une proportion à consommer beaucoup plus élevée que les revenus élevés. Donc c'est encore un autre exemple où il faut faire de la microéconomie avant de faire de la macroéconomie. Donc ça a été assez général. Donc la révolution un peu en macroéconomie de ces 30 dernières années, ça a été de considérer la solvabilité des intermédiaires financiers, ça a été de considérer la rigidité des prix, ça a été de considérer un certain nombre de phénomènes microéconomiques et ça a complètement changé. Donc de nos jours, pour être macroéconomiste, il faut être microéconomiste.